Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Jean-Pierre. Alors, Merci pour cette introduction musicale. N'est-ce pas, Glenn In Miller? the mood of municipal. Voilà, absolument, c'est pas mal. Hein. Alors, on va parler précisément d'abord du département du Tarn au travers de trois villes, Albi, Castres et Lavore. Une petite explication d'ordre peut-être historique. Oui, Albi, Castres et Lavore sont les trois villes qui avaient un archevêché au cours de l'histoire. Et elles ont donc marqué considérablement le Tarn avant que le Tarn devienne département. Alors, c'est un département qui vote comment traditionnellement? C'est un département qui vote plutôt à gauche, encore qu'il y a plusieurs Tarns. Il y a le Tarn de la montagne, le Tarn des vallées, le Tarn des fleuves, le Tarn de Jaurès, des cléricaux, le Tarn des anticléricaux, le Tarn de Jaurès, le Tarn de Toulouse-Lautrec, bref, le Tarn, c'est la pluralité. La droite a quand même eu quelques bastions à une époque. Oui, notamment à Albi, avec Bonnecarrère qui termine là son troisième mandat et qui a indiqué qu'il ne se représentait pas comme tête de liste, où nous verront Stéphanie Guiraud-Chaumeil, qui est la candidate à la fois de la mairie et du maire. On attendait Olivier Brault, adjoint au sport puis adjoint aux finances, qui a accompagné Philippe Bonnecarrère pendant 18 ans. Eh bien, Olivier Brault n'a pas été retenu et sera donc candidat. Il fera lui-même sa liste. Donc nous aurons à droite Stéphanie Guiraud-Chaumeil, la candidate de Bonnecarrère et la candidate de la mairie pour la mairie. Et nous aurons également Olivier Brault. Et de l'autre côté, on a eu de l'autre côté, c'est-à-dire à gauche, vous l'avez compris. Bien sûr. Nous pensions avoir Gilles Habert, et qui a recueilli 29,7% des voix au dernier scrutin municipal. Eh bien, surprise, surprise, ce n'est pas Gilles Habert qui l'a emporté devant la section, devant la fédération du PS, mais c'est Jacques Valax, le député, qui a été désigné tête de liste PS pour les municipales à Albi avec, tenez-vous bien, Jean-Pierre, 77 voix contre 73 pour Gilles Habert. Ça a été très serré, donc au sein du PS. Applaudissements d'un côté, vous l'imaginez, terrible désillusion de l'autre. D'ailleurs, il a assez vite récupéré Gilles Habert dans la mesure où il a fait savoir que, ne pouvant plus être maire par la force des choses et par la force des militants, eh bien, il était intéressé par la présidence de l'agglomération. Présidence de l'agglomération que vise également Philippe Bonnecarrère, qui sera sur la liste de Stéphanie Guiraud-Chaumeil, sur la liste de la personne qu'il soutient, pour pouvoir reprendre l'agglomération. Alors on a un département, on a une ville intéressante. Dans tous les scrutins, c'est la gauche qui l'emporte, mais au municipal, le bonnecarrérisme l'emporte. Voilà, donc on suivra avec beaucoup d'intérêt la ville d'Albi, qui sera certainement passionnante en termes de scrutin. Autre ville que vous avez scrutée précisément, c'est celle de Castres. Oui, alors à Castres, nous avons... nous avons des résultats qui parlent d'eux-mêmes la dernière fois, où la liste de Pascal Bugis avait fait 45,1%, la liste de Folios 21%, Folios qui ne se représente pas, et la liste du PS 15,7%. Donc on voit bien que la dernière fois, Bugis l'a emporté assez aisément. Il est également président de la communauté de communes de Castres-Mazamet et avocat au barreau de Castres et d'Albi. Vous voyez que les avocats font encore de la politique et que dans le Tarn, la République des avocats n'est pas un vain mot. Il y aura pluralité de listes dans le Tarn, je veux dire à Castres. Il y aura 4 ou 5 listes. Et je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises concernant le score, puisque Bugis sera opposé au socialiste Testas, et qu'il s'agira de gérer finalement deux événements notables de l'année 2013 qui ont marqué la municipalité Bugis, qui sont, d'une part, vous en souvenez, la disparition de Pierre Fabre, oui, bien sûr, oui. Et d'autres qui étaient très importants pour Castres, pour Midi-Pyrénées, pour la France, oui, qui était sport. Un grand industriel, et puis également le titre de champion de France du Castres olympique. Donc voilà Bugis qui a
décidément un bon bilan avec le sport et un bon bilan également autrement. On attendait lors des vœux municipaux qu'il se prononçât et plus explicitement, mais il est respectueux de la loi, donc il n'y a pas eu de discours bilan ou annonce pour l'avenir, mais c'est en filigrane et Oui. on sait que Bugy sera candidat et que Christophe Testas aura du mal à faire beaucoup mieux que Ce qu'il avait fait précédemment. non, que l'addition Ah, que l'addition des listes Guérino et Samuel Seb, c'est-à-dire dans les 30%. alors, nous passons à présent à la ville de Lavore. Alors Lavore, eh bien, nous avons une ville qui n'est pas en état de guerre civile, mais presque, puisque Carayon est le maire sortant. Il avait perdu la députation, mais il s'avère avoir une bonne cote en tant que maire. Et il a envoyé ce qui a surpris Christian Caïla, le socialiste. Il a envoyé, tenez-vous bien Jean-Pierre, il y a quelques jours, une lettre recommandée à Caïla pour lui demander de débattre. Et Caïla a dit « J'ai l'impression d'être revenu à l'ancien régime. Le seigneur, on se bat à armes réelles à Lavore. Le seigneur Carayon a décidé de provoquer en duel le manant que je suis. Il fixe les règles, me convoque et je dois répondre à quelqu'un qui navigue dans les contre-vérités. Donc, jusqu'à présent, pas de débat. En 2008, dit Caïla, c'est lui qui a refusé de débattre contre moi. Aujourd'hui, il veut un débat en tête-à-tête avec moi. Pourquoi ? J'ai tellement de choses à lui dire. Tout ceci n'est pas sérieux. C'est surréaliste de convoquer son adversaire par lettre recommandée. C'est vrai que c'est assez original. Oui, donc et qu'on le voit rarement dans les municipales en France. Généralement, quand il y a débat, bon débat républicain. Mais Carayon est un républicain et il m'étonnerait que le débat n'ait pas lieu. Donc on suivra Lavore, Castres et Albi, où l'enjeu d'Albi est pour le moins ouvert. Après 7h35, nous passerons en revue les grandes villes de l'Aveyron. Présence Notre invité pour commenter ces enjeux, c'est le politologue Stéphane Beaumont. Avec vous, Stéphane, on a examiné les enjeux sur Albi, Castres et Lavore. Intéressons-nous à présent au département de l'Aveyron et on va commencer par le chef-lieu, Rodez. Quel est l'enjeu là, Stéphane ? Rodez qui est resté 50 ans à droite, Rodez qui a connu Marc Sancy comme maire emblématique et Rodez qui a basculé la dernière fois à gauche avec Christian Tessèdre qui a réalisé 52,49% des voix alors que la droite était divisée, que la droite a perdu Rodez, qui a fait l'effet d'un tsunami, d'un véritable tremblement de terre en terre aveyronnaise, puisqu'en même temps Millot passait à gauche et quand ça allait avoir des conséquences sur les sénatoriales ensuite, puisque les sénateurs n'étaient plus de droite. Alors rappelons qu'on est quand même dans une terre plutôt droitière. Vous savez, l'Aveyron, il y a plusieurs Aveyrons, il n'y a pas un seul Aveyron. Et dans l'Aveyron dans lequel Rodez se situe est un Aveyron où Yves Sancy, député de l'Aveyron, est majoritaire dans le nord et minoritaire sur la ville. Donc le problème est de savoir s'il va inverser la tendance. Et d'après les éléments que nous avons en main, le duel devrait être très serré et certains pensent même que, je mets ça entre guillemets, que la droite pourrait l'emporter aux prochaines élections municipales à Rodez. Yves Sancy qui est le fils de Marc Sancy. Alors Yves Sancy est le fils de Marc Sancy, il est député, il a une carrière politique assez originale par rapport à celle de son père, qui était président du conseil régional de Midi-Pyrénées et qui a œuvré beaucoup pour la région. De Malvy, oui. Et qui était un maire reconnu, d'ailleurs, qui avait été parmi les candidats pour épauler une liste la dernière fois et qui avait... ça s'était pas très bien terminé pour Rodez, puisque Rodez a basculé. Donc Rodez pourrait repasser à droite, hein. Oui, alors Yves Sancy a un projet pour Rodez. Il veut rétablir l'image du premier magistrat. Pourquoi dit-il cela ? Alors on va
on va rentrer dans la guerre picrocolline et dans, non pas des rumeurs, mais dans une réalité, c'est que le maire sortant a été accusé, mais il y a eu un non-lieu, mais je rappelle l'histoire quand même, a été accusé de harcèlement sexuel sur une jeune femme qui n'était autre que Miss Aveyron. Vous voyez que écoutez, il n'y a pas de, il y a pas de surprise en Ruténois. Non, je ne vais pas les choses à moitié. oui. Il y a eu un non-lieu, donc il a été blanchi. Que va-t-il rester de cette affaire-là? Personne ne le sait. On voit à d'autres niveaux des personnes qui ne sont pas inculpées de harcèlement et qui se sont fait remarquer du côté de l'éthique et de la morale. Oui, bon, Je ne citerai aucun nom. No comment. Chacun aura compris. Yves Sancy considère que la dette de la ville est abyssale, que la dette de l'agglo l'est également, et qu'il y a une explosion des taux d'imposition. Il ajoute que, en termes identitaires, Rodez doit notamment redevenir la capitale du Sud Massif Central. Bon, donc de l'autre côté, il y a Tessèdre. Tessèdre, oui, Tessèdre, candidat socialiste. Le Christian Tessèdre, l'élu avec 52,49%, l'auteur du tremblement de terre d'il y a 6 ans, et qui donc mène une liste plutôt d'union avec le PC, le PRG et différents écologistes, avec une équipe qui va fonctionner sous le titre « Ensemble, réussir Rodez ». Et il il n'hésite pas à rappeler ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la gauche a mis 50 ans à conquérir Rodez et elle ne veut pas perdre Rodez bout de 6 ans. Alors nous allons donc un scrutin serré, oui. Un scrutin serré avec un député contre un maire sortant, un grand nom de l'Aveyron, Sancy, face à un élu socialiste qui avait pris Rodez à la hussarde. Donc à suivre, la clé c'est le taux d'abstention qu'il y aura à Rodez. Nous passons à Villefranche de Rouergue, qui a eu comme maire un certain Robert Fabre, qui incarnait le parti des radicaux de gauche à une certaine époque. Mais là, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas, bien sûr. Et oui, Robert Fabre était l'élu emblématique de Villefranche de Rouergue, l'incarnation municipale du radicalisme, pas uniquement du radicalisme de gauche, mais du radicalisme. Robert Fabre qui fut à la fois membre du Conseil constitutionnel et médiateur. Et pharmacien de son État. Et pharmacien de son État, qui avait eu un successeur qui était Rigal, et Villefranche de Rouergue, qui aujourd'hui est dirigé par Serge Roch, de l'opposition, enfin de droite, disons, oui. De centre droit, qui avait gagné la dernière fois avec une liste intitulée « Tous pour Villefranche » avec 51,53% des voix. On voit que c'était assez serré. Et bien Serge Roch a annoncé qu'il solliciterait un nouveau mandat avec, tenez-vous bien, une liste renouvelée à 40% pour ce qui concerne les éligibles. Donc Serge Roch annonce 40% de nouveaux dans les 26 premiers noms sur 33. Ceux considérés comme éligibles, ce qui montre qu'il y a du renouvellement à Villefranche de Rouergue et que les bonnes vieilles traditions républicaines et radicales n'achoppent pas sur le caractère éventuellement notabilière d'une liste quand c'est le maire sortant qui se représente. Et Serge Roch est très attentif à la fiscalité et veut répondre à son opposant Éric Cantournet, qui annonçait son intention de proposer une stabilité fiscale. Nous allons donc voir comment tout cela va se passer. Et nous connaissons déjà, en cas de victoire de Serge Roch, à qui sera confié le poste de premier adjoint. Eh bien, ce sera Laurent Tranier, qui serait premier adjoint en cas de victoire de Serge Roch. Serge Roch a l'air bien implanté, a une bonne image. Donc, ça sera difficile pour Villefranche de renouer immédiatement avec son passé radical de gauche.
Nous passons à la ville de Decazeville, qui fut longtemps une cité ouvrière, donc qui a voté à gauche traditionnellement, non Et oui, dans l'histoire, Decazeville, c'est la ville de Decazes. Decazes. La personnalité qui fut Premier ministre lors de la monarchie constitutionnelle du début du 19e siècle. Heureusement, Stéphane Beaumont, que vous êtes là pour nous éclairer, parce que parfois, on a quelques absences. Et alors, nous avons à Decazeville une situation particulière dans la mesure où Jean Reuil, qui était le maire sortant, a tourné le dos au PS après sa défaite aux primaires face à Jean-Pierre Vore. Et le maire sortant a fait savoir donc qu'il serait bien dans la course à sa propre succession pour le fauteuil de premier élu de Decazeville. Jean Reuil a 66 ans. Je ne pense pas que l'âge lui porte tort. Et il a une bonne cote. Et de son côté, Jean-Pierre Vore a dévoilé sa liste. C'est le candidat du PS à Decazeville. Est-ce que la division de la gauche va avoir comme conséquence une défaite de la gauche? C'est la question que nous nous posons avec les Decazevillois, d'autant plus, vous savez, quand vous êtes maire sortant, que vous êtes battu par la section locale du Parti Socialiste et que vous êtes quand même candidat, c'est avec un dynamisme qui sent particulièrement la revanche. N'est-ce pas? Alors, on parlera de Millau tout à l'heure, car il est 7h46 et que, à cette heure-là, traditionnellement, sur Présence, c'est la lecture de l'Évangile. Municipal 2014, tous les lundis, nous passons en revue les grandes villes de Midi-Pyrénées, celles qui vont rester à gauche ou à droite, ou celles qui peuvent changer de camp. Nous examinons le Tarn et l'Aveyron ce matin avec le politologue Stéphane Beaumont, qui est l'invité de Présence. Alors, on a parlé de Rodez, de Villefranche-de-Rouergue, de Decazeville. Observons Millau. Millau, une ville qui a changé de camp régulièrement, Stéphane. Alors, Millau était emblématique d'une ville tenue par la droite et la droite gaulliste, avec Jacques Godefrin, oui, bien sûr, qui est président de l'Institut Charles de Gaulle aujourd'hui, et qui fut ministre qui a été ministre de la coopération et qui fut une des grandes figures politiques avec Manuel Diaz à un moment donné de la ville de Millau. Il l'avait d'ailleurs fait la dernière fois, 33,49%, alors qu'il y avait une liste d'hiver droite conduite par Jérôme Alirol qui avait fait 10,48%. Et donc, les deux grands événements des dernières municipales avaient été le passage de Rodez et de Millau à gauche. C'est comme si j'annonçais un jour que Foix est passé à droite. Oui, la comparaison... comparaison n'est pas raison. N'est pas raison, certes, mais tout est possible. Vous savez qu'en politique, tout est possible. Vous êtes le premier... En politique, je sais que l'irrationnel, le sentimental... l'engagement sont des données qui peuvent tronquer les espérances des statistiques ou les prévisions des sondages, à savoir d'ailleurs que les sondages qui sont publiés ne sont pas des instruments prédictifs qui prévoient, mais des instruments qui donnent l'image, la photographie d'une situation à un moment donné du temps, ce moment donné du temps étant celui où on effectue le sondage. Voilà, et ça peut changer, il faut le rappeler, d'une semaine à l'autre. Et justement, Millau pourrait connaître maintenant le même renversement que Rodez, puisque on voit dans les sondages que 40% des gens sont prêts de s'abstenir, tellement le désenchantement est grand, et que parmi ceux qui ne s'abstiennent pas, qui iraient voter, eh bien on en a au moins 40% qui iraient voter pour des considérations nationales, donc émettant un vote de rejet à l'égard du Parti Socialiste. Voilà, donc vous avez devancé ma question. On a vu dans les derniers sondages que la cote de François Hollande ne cessait de baisser encore. Voilà, jusqu'où va-t-il baisser? Quel plancher va-t-il atteindre, puisqu'on est dans les records de la Ve République? Et se pose la question, et je la pose à Radio Présence, va-t-il falloir inventer un baromètre
de l'illégitimité, c'est-à-dire à partir d'un certain moment demander au Conseil constitutionnel de dire si un élu reste légitime dans sa fonction alors que plus personne ne le suit, alors que légalement il est élu pour 5 ans. Est-ce qu'un baromètre de l'illégitimité, comme il y a des agences de notation, ne conduirait pas l'intéressé non pas à démissionner mais à se représenter devant le peuple pour savoir ce que donnerait une élection, un sondage en valeur réelle? Mais c'est un pavé dans la mare que vous jetez. Je le jette à Radio Présence. Stéphane Maumont. Donc, on peut penser à examiner ce département de l'Aveyron, que Rodez, il n'est pas exclu, repasserait donc à droite, au même titre que Millau. Donc. Voilà, c'est deux villes emblématiques de la conquête de la gauche la dernière fois et du début du déclin tout à fait relatif du sarkozysme. Et là, il est très probable que ça repasse à droite pour des raisons nationales, autant que pour des raisons locales. Et face à la gauche, c'est Christophe Saint-Pierre, l'actuel leader de l'opposition au sein du conseil municipal, qui va se représenter avec 35 candidats, dont 9 ont un engagement politique. Christophe Saint-Pierre, d'ailleurs, qui manie l'humour de cette manière-là, puisque lorsqu'on lui demande pourquoi il s'est installé avenue de la République, il a répondu, vous le devinez, que c'était symbolique, que ça tombe bien d'être à quelques pas de la mairie, c'est une forme de projection sur l'avenir. Il faut, Millau réserve comme ça des élus et des petites phrases qui sont pleines de symboles. Voilà, vous ne prenez pas de gants, et quand on parle de Millau, qui est quand même la capitale de la ganterie, il faut le rappeler, j'ai fait un jeu de mots assez facile, j'en conviens. Non, que je salue. Bon, écoutez, on vous retrouve donc lundi prochain, on examinera 2 départements importants la prochaine fois, qui sont... On évoque d'ores et déjà, on lève le voile. Oui, il faut lever le voile. Le temps qu'il prenne son petit carnet. Oui, parce que nous avons tellement de départements en Midi-Pyrénées. 8 départements officiellement. Et donc, lundi prochain, nous évoquerons 2 d'entre eux qui seront les départements des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques. Nous irons du côté de Pau et du côté de Tarbes, de Lourdes et de Bagnères. Voilà, Pau, où là aussi on peut peut-être penser que François Bayrou fera son retour. À condition de ne plus s'écorcher les mains sur les grillages. D'accord. Merci Stéphane Maumont, bonne journée, bonne semaine. Présence.